En 1900, il y avait 11 villes d'1 million. Actuellement, il y en a plus de 500. Je dois immédiatement vous avouer que ce qui se passe en Afrique et en Chine, en Asie, me dépasse. Je veux dire, je me considère comme expert en ville, mais je me concentre, c'est déjà assez difficile comme ça, sur l'Europe, qui a une toute autre forme d'urbanité que ce qu'on voit en Chine. Donc je ne sais pas ce que c'est une ville de 10 millions. Bah bon, j'ai lu comme tout le monde mes livres, je fais ma littérature, mais au niveau de ma recherche, au niveau de mon opinion, au niveau de la planification, à Kinshasa par exemple, j'ai eu des doctorants de Kinshasa dans mon service, et ils m'apprenaient plus que je pouvais les apprendre. La tentative de transition, parce que depuis tout à l'heure, comment je vais atterrir? C'est le principe du regard croisé. Ce matin, on a atterri, hein, donc on a réussi à croiser les regards. Avec l'État-nation belge qui guide le monde, puisque quand même un peu, même s'il est en train de se déliter, puisque la Belgique a survécu pendant des mois et des mois sans gouvernement, donc pour nous c'est un modèle. Hein. Enfin, on est en train de regarder ça de très près. La ville cherche un destin commun de gens tout à fait différents. Et donc, chercher une destinée, un destin, c'est le futur. Et donc, la ville s'unifie dans un projet. Le pays s'unifie dans l'histoire et à partir de l'histoire. Et là, c'est quand même une contradiction culturelle énorme sur quoi s'axer, etc. On peut développer cela. Je vais peut-être cet après-midi prendre un peu de temps pour ce point parce que c'est quelque chose que je porte vraiment. Oui, la croissance va sans doute s'arrêter, mais c'est pas forcément très grave, parce que passer un certain niveau de richesse, enfin plutôt atteint un certain niveau de richesse, eh bien l'économie pourrait devenir stationnaire. C'est cette idée-là, et donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus forcément croissance de la richesse, croissance de la production au sens des volumes, des flux, mais par contre ça n'empêcherait pas, alors ça pourrait se discuter, hein, on pourrait discuter ce statement, comme on dit en anglais, mais en tout cas c'était son hypothèse de base, ça n'empêcherait pas le progrès humain, donc ça n'empêcherait pas de se développer dans le domaine des sciences, dans le domaine de la morale, de la culture, du bien-être globalement. Pourquoi je dis que ça pourrait se discuter? Parce que finalement, est-ce qu'on peut faire du progrès scientifique sans faire de la croissance industrielle? Parce que finalement, ce qui aujourd'hui alimente en partie la recherche, c'est aussi quelque part des besoins peut-être industriels. On pourrait discuter de ça pendant longtemps. En tout cas, voilà, c'est cette idée. Pas de croissance, mais c'est pas la fin du monde, et au contraire, il y a du progrès humain. Et du coup, on a transposé ça à l'échelle de la ville, en disant, du coup, pareil, les villes, il faut qu'elles arrêtent de croître. Elles arrêtent de croître parce qu'elles sont contraintes dans leur territoire, avec l'artificialisation qui devra s'arrêter, aussi pour des aspects démographiques, etc. Mais c'est pas une ville qui se fige, c'est pas la ville qui bouge plus, c'est plutôt une ville dans laquelle on continuerait à faire du progrès, donc au sens de 2000. Et ce progrès, c'est quoi? C'est réparer la ville, c'est adapter la ville, c'est transformer la ville aux nouveaux besoins, etc. Et donc après, ça ouvrait un peu toute la question du terrain de jeu formidable qu'on pouvait avoir dans ce patrimoine bâti. Voilà. France, je travaille beaucoup en France avec des Français, ils viennent voir Bruxelles, etc. Et donc, disons, la culture de l'État, un État dominant, trop dominant, et donc, je pense que vous devez passer à des modèles de gouvernance, comme on dit, de pouvoir partager, de projets partagés, et ne pas avoir cette illusion que la démocratie est seulement située dans l'État. Et de l'autre côté, naturellement, la dominance du marché actuellement, parce que tout cela, c'est qui... Et donc, pour terminer, pour quand même avoir... Donc, moi, je trouve que c'est un bouquin remarquable, ça m'a fortement inspiré, donc il est surtout remarquable parce que, je veux dire, l'empirie est là, et donc l'argument est très convaincant dans la mesure où tout est calculé, et donc on ne peut pas avoir un contre-argument. Si je peux me permettre...
pour moi, il y a une faiblesse dedans. C'est peut-être d'autres, mais non, c'est que ce qui n'est pas traité là-dedans, c'est les rapports de propriété. C'est de travailler avec la créativité, avec surtout dans cette culture-là, c'est stand-up comedy qui est très présente, mais en la mettant en confrontation avec l'urbanité, le post-communautaire, et ça c'est un travail à faire avec les jeunes surtout, mais on a fait par exemple sur la place de Molenbeek, qui est réaménagé un café, Brassard ça s'appelait, avec des jeunes Molenbeekois, où il y avait aussi de la bière et du vin, et où la jeunesse bruxelloise arrivait de partout un peu pour venir là-bas, mais ça a introduit des conflits avec les aînés dans la communauté. Et donc en fait, ce travail, disons, de mentalité pour devenir des vrais urbains, c'est quelque chose vraiment à faire. Et je pense aussi que le même travail est nécessaire à évoluer dans les quartiers chics, parce que la classe moyenne blanche est aussi suburbaine dans sa tête. Et donc, je pense que pour moi, dans mes travaux, pour moi, l'urbain est tellement spécifique de vivre avec l'autre et pas avec soi-même toujours, que une école urbaine est différente que l'école nationale, un théâtre urbain est différent. Et donc, il faut travailler tout cela au niveau programmation aujourd'hui pour le faire. Et je pense que là, il y a des grands pas à faire. On est trop monoculturel. On pense que tout le monde peut devenir comme nous, on est déjà. Et donc, il y a vraiment une arrogance. Nous, on est civilisés. Et les autres, avec un petit effort, ils peuvent devenir comme nous. Il faut radicalement changer cette attitude de départ. C'est ce que vous appelez dans votre livre la superdiversité. Oui. Pour l'Europe d'un côté, et puis l'urbain. Et donc, une de mes phrases à partir de Bruxelles, si on veut devenir capitale culturelle de l'Europe, c'est-à-dire c'est pour faire un référentiel pour 500 millions d'Européens, nous devrons connecter la bruxellitude, whatever that may mean, avec l'européanité. Et c'est deux signifiants vides encore qu'on doit remplir et qu'on doit, disons, expérimenter ensemble, mais qui sont deux concepts autres que être belge et être français, etc. Et je pense vraiment que disons, l'idée que la société est nationale est dépassée actuellement dans les faits. Sinon, il faut arrêter à unifier l'Europe, mais c'est 50% de notre vie quotidienne est décidée par des règlements européens. Alors, moi, je veux bien qu'on rechange cela, mais tant qu'on ne rechange pas ça, faisons une démocratie à ce niveau-là. Et pour faire cette démocratie, il faut avoir une autre référentiel derrière. Et donc, là, je pense que j'ai le slide pour cet après-midi, donc je vais vous garder ça. Donc, je pense vraiment que des nouvelles lumières soient nécessaires. C'est ce qui est inscrit dans la loi. La vitesse à laquelle on a rénové ces dernières années d'un point de vue thermique les logements, mais pas que les logements, bien sûr, les hôpitaux, les ouvrages fonctionnels, les bureaux, etc. C'est entre 1/20e et 1/25e de la vitesse qui est inscrite dans la loi, qu'il va falloir tenir pendant 30 ans, 25 ans, 2025 aujourd'hui. Donc la réponse est très simple, c'est que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas se passer. Enfin, moi je n'y crois pas pour plein de raisons, et notamment l'assèchement d'ailleurs un peu économique fait que ça ne va pas aider à monter en puissance. Et la bonne nouvelle, ce qui fait que ça ne m'empêche pas de dormir, c'est que c'est pas grave. En fait, c'est juste qu'on chauffera moins. Voilà. Donc ça ouvre plein de questions, évidemment, parce qu'on va dire on va tous grelotter, et c'est le retour à l'âge de pierre avec Philippe Biwix. Non, pas du tout. C'est que le confort thermique, c'est pas juste la température de l'air, c'est aussi les matériaux qui nous entourent, c'est la manière de s'habiller, voilà. Et donc on aura une autre manière d'habiter en 2050, une manière légèrement différente, et c'est pas très grave, parce qu'en 30 ans, l'être humain il a une telle adaptabilité que jusqu'à présent on s'est habitué à une sorte de confort supplémentaire, et on était à hurler en disant mais jamais il fera moins de 23 degrés chez moi, sinon c'est la révolution. Et puis les prix de l'énergie aidant, on descend à 19. Du coup, la différence c'est que l'urbain c'est du stock en fait.
fait du stock, et c'est du stock qui mute très lentement, d'ailleurs, très très lentement. Et donc c'est ça qui fait d'ailleurs, ça crée des opportunités et des contraintes. Donc voilà, du coup, en fait, quand on fait un peu le tour de tout ça, la conclusion c'est que si on veut vraiment être neutre en carbone en 2050, et ben en fait, on n'a pas d'autre choix que construire moins, tout simplement. En fait, si on veut construire mieux, il faut construire moins. On ne peut pas construire autant en construisant bien, parce qu'en fait, on est rattrapé par la patrouille de la question des matériaux, etc. Et donc c'est une très très mauvaise nouvelle, on pourrait dire, puisque évidemment, on est dans un système aujourd'hui, en 2024, c'était avant 2022, il y a des questions de mal logement, il y a des questions de besoins économiques, de besoins culturels, de besoins il n'y a pas de souci, on comprend tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour construire moins, pour même construire considérablement moins, tout en servant quelque part les besoins des territoires, des populations? Si on ne veut pas vraiment changer de modèle, et pour changer de modèle, il faut changer d'acteur. Et donc, ça m'amène à ce qu'on a un peu parlé aussi ce matin. Moi, je pense qu'entre le marché et l'État, et je suis fortement donc dans la recherche aussi, le commun. C'est-à-dire, il faut prendre propriété de l'espace commun, le rendre plus productif aussi, et être responsable d'un espace plus petit qu'actuellement. Je pense qu'au niveau de la métropole, au niveau de l'État, un citoyen ne sait pas, à Bruxelles, il y a 10 000 sans-abri. Comme citoyen à Bruxelles, qu'est-ce que ça me dépasse totalement. Si on me dit, dans ton quartier, il y en a 7, alors je peux commencer à discuter avec mes voisins en disant est-ce qu'on ne peut pas trouver une chambre, est-ce qu'on ne peut pas... Donc en fait, moi je suis fortement pour la ville du bien-être. Donc je pense que l'état du bien-être s'est dépassé, c'est le Fordisme, il y a moins d'argent, c'est repris par une logique de marché néolibéral qui est de plus en plus... C'est le profit qui gère et pas le bien-être. Mais tous ces problèmes-là arrivent en ville. Et on continue à avoir un modèle de redistribution fiscale. C'est-à-dire, on paye nos taxes et puis il y a de l'argent qui arrive chez ceux qui en ont besoin. On n'a pas un système de soins, disons, interhumains. Et ce niveau-là n'est pas la ville, c'est le quartier pour moi. Et donc, je suis pour des projets de développement durable du quartier, où on fait des contrats avec la population, ou ceux dans la population qui veulent s'engager là-dedans. Il y a quand même la moitié des gens qui n'ont pas de boulot. Il y a beaucoup de prévieux qui sont plus à l'emploi, mais qui savent faire beaucoup de choses, et on ne les emploie pas. Et donc, je pense que donner un modèle, disons, de copropriété de l'espace et du développement, et alors il faut sortir de nos silos bureaucratiques. Et donc le bâtiment, mais le logement, l'habitat, les soins pour les enfants, la sécurité, tout ça doit être, disons, diagnostiqué localement. Et donc je pense que, ça c'est ma conclusion, donc si vous prenez au sérieux ce qu'il y a dans ce livre, il faut changer de régime. Et donc, je ne pense pas que les petits... C'est vrai, urbanisme tactique commun, il y a des tas de choses expérimentales qu'on doit continuer à expérimenter. Mais le problème de l'expériment, ou de l'expérience, c'est l'échelle. Donc, tant que ça ne devient pas une économie politique, ça ne va pas changer fondamentalement. Ça va peut-être un peu embellir les choses. Et donc, pour changer fondamentalement, ça doit prendre une échelle qui est concurrentielle d'une certaine façon. Et donc, les soins, l'économie de proximité, par exemple, l'économie de reproduction, foundational economy, doit être concurrentielle avec les multinationales qui nous offrent du café.